Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 mars 2023. Alors hier, oui, je vous ai raconté ma soirée auprès de cette veuve de collectionneurs et libraires et artisans du livre. Et vous avez été quelques-uns à m'en parler aujourd'hui à la librairie, me disant combien cette histoire-là vous avait touché. Ce qui est un peu embarrassant lorsque je commets ce type de vidéo, c'est que je veux vous dire quelque chose, mais je ne souhaite pas embarrasser la personne qui, hypothétiquement, pourrait écouter ma petite intervention youtubesque. Et je vous disais que d'une certaine manière, le psychanalyste des bibliothèques est tout de même tenu à un code d'éthique. Et ce code d'éthique suppose la discrétion. Mais il en demeure pas moins qu'il m'apparaît important, en tout cas assez important, de vous révéler des aspects qui sont trop souvent passés sous silence dans mon métier, dans ma pratique. Et nous sommes, les libraires d'occasion et d'anciens, sommes souvent témoins de scènes déchirantes, de moments difficiles. On n'apparaît pas dans la vie des gens de manière innocente et rarement de manière inopportune également. C'est-à-dire, on nous sollicite et je sais comment agissent certains de mes confrères. Les connaissant, je sais que certains d'entre eux, en tout cas, vont faire preuve de tact, de retenue, d'humanité. Et que la transaction, si je peux dire, n'est pas que pécuniaire. On entre en relation avec des gens. Et on rentre en relation avec des gens qui auront consacré leur vie à réfléchir, à lire, à écrire aussi. Ou si ce n'est pas eux, c'est les héritiers, les proches, les compagnes, les compagnons. Et on ne traite pas la bibliothèque comme on va traiter d'autres objets ayant appartenu au défunt ou à la défunte. Et on s'attend aussi, les gens qui nous sollicitent, s'attendent de notre part à ce que, étant des gens du livre, nous faisions preuve d'humanisme, d'humanité. Que nous nous situons sur un plan, sans trop paraître prétentieux, sur un plan supérieur. Alors, il y a 2-3 jours, je vous avais parlé de vous parler d'un collectionneur. Non, en fait, d'un bibliophile qui s'appelle Octave Uzanne. Parce que hier aussi, bon, vous avez pu observer que je tenais dans mes mains quelques ouvrages dont je m'étais porté acquéreur hier soir pour ma petite collection consacrée aux libraires, aux mémoires de libraires, qui n'ont pas tant écrit. Mais on peut deviner pourquoi. Les libraires ayant pour tâche de se mesurer quotidiennement à des milliers de titres, finissent par éprouver, non pas une lassitude, mais finissent par connaître, avec une assez grande certitude, la vanité. Mais il ne faut pas non plus trop pavoiser, parce que les libraires aussi ont leur manière à eux, bien à eux, d'être vaniteux. Certains même font des vidéos sur YouTube. Ça vous donne un peu la mesure de la vanité de certains. Alors oui, Octave Uzanne, je voulais vous en parler le 4 mars, il y a 2 jours donc, a été un important bibliophile. Et il a été initié
par Paul Lacroix, qui est une sorte de référence absolue. Pour la petite histoire, tenez, je vais vous montrer quelques petites choses ce soir. Alors, Paul Lacroix aussi, non, tenez, qu'on appelait également le bibliophile Jacob. Alors, bibliophile Jacob, les amateurs de vieux livres, une petite brochure qui nous narre quelques-unes de ces aventures bibliophiliques et qui nous explique c'est quoi le métier de bouquiniste, comment on prépare son étalage, comment on se forme à ce métier. Et ben voilà. Ici, une lettre, il a consacré un petit opuscule à une lettre de Rabelais. Une lettre, semble-t-il, qui en 1878 avait été retrouvée. Alors, et que c'était une découverte à la fois presque archéologique, et en tout cas, une découverte importante d'une lettre qu'on ignorait. Alors, tout ça pour vous amener à vous parler. Je pourrais vous montrer les livres dont je me suis porté acquéreur hier. Oui, tenez, je vais vous les montrer. Tenez. Alors, de Marcel Domergue, Les après-midi du libraire, réflexion à l'usage des bibliophiles et des libraires. Le livre. Alors, ce collectionneur avait l'habitude de truffer parfois ces exemplaires de notes ou d'y inscrire en quatrième de couverture des commentaires qu'il jugeait pertinents. Celui-ci, il s'était porté acquéreur de ce livre le 21 décembre 1992. Exemplaire de Michel Brisebois, libraire émérite et exégète de Crébillon-Fils. Oui, il a travaillé pendant des années, Michel Brisebois, sur le divan. Et devenu collègue de travail au Centre de conservation de la BAMQ en novembre 2005. Alors, c'est quoi le livre? C'est le livre, l'illustration, la reliure, par Henri Bouchot. C'est une nouvelle édition et l'ouvrage ici a été publié en 1911. Ce n'est pas une reliure d'origine, on va s'en dire. Alors on a des exemples dans ce livre de gravures, de reliures, des descriptions de procédés de reproduction, de reproduction mécanique ou de lithogravure. Celui-ci, un patrimoine à relire. Celui-là, il est autographié à l'ami bibliophile et c'est un ouvrage tiré à 200 exemplaires et ce numéro porte le numéro 211. Alors, on a des exemples ici de livres québécois rares. C'est intéressant. Je vais vous montrer. Le voyage de Sagard, publié à Paris en 1865. C'est un curieux livre. Tenez, que je vous montre. Une reliure un peu fruste. Rien à signaler quant à cette reliure. Toujours de Marcel Domergue,
Le Mirliton du libraire de Villon à Minou-Drouet. Vous savez, cette fameuse poète de 15 ans qui s'est avérée finalement une grande fumisterie. Alors, le Mirliton du libraire, alors il a indiqué que le 30 août 1994, il a fait un échange avec le libraire de la rue Henri-Julien. Le manuel de l'amateur, livre et collection et reliure de Jacques Saffroy et de Patrice Courtois, publié chez Hachette. Pas hyper intéressant ce livre, mais il manquait à ma collection. C'est accompagné d'un lexique, les plus exemples. Tenez, je vais vous en donner deux, ça va vous aider à comprendre un peu. Faire adorer, outil dont se sert le doreur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une dorure. Pour appliquer ou pousser des motifs en or ou en couleur sur les reliures. Fer à froid, fer appliqué sur une reliure sans dorure. Alors, c'est le langage qu'il est pour le libraire ou l'amateur de livres rares, de livres anciens en particulier. C'est nécessairement un langage qui est quand même pas abondant, mais qu'il est nécessaire de maîtriser, à minima, pour exercer avec un certain professionnalisme le métier de livre rare. Alors, c'est un ouvrage assez général qui n'apprendra rien à l'amateur moyen même, mais pour celui qui voudrait s'initier à cet art de la bibliophilie, eh ben, c'est une bonne introduction. Alors, on revient à Octave Usan. Je vais vous montrer le livre. Nos amis les livres. Alors ça, c'est un beau livre avec une tranche dorée et une belle reliure. Et ici, vous avez les épines et le dos est ouvragé. Et voilà, c'est un exemple d'utilisation de fer à froid. Et l'ouvrage de Usan, qui est une sommité, qui est une référence, le disciple de Victor, le bibliophile Jacob, pardon. Et Nos amis les livres, ça a été publié en 1886. Alors, Nos amis les livres, causerie sur la littérature curieuse et la librairie par Octave Usan. Dans les livres sur les livres que je possède en propre, c'est un des beaux livres. Alors, il nous explique le métier de libraire. Et lui, c'était aussi, Usan, c'était aussi un érudit, c'était aussi un lettré, comme il était d'usage à l'époque pour les bibliophiles, voire les bibliomanes. Alors, il est né en 1851. Il est mort en 1931. Il a eu une vie amoureuse, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que dit Wikipédia. Il a eu une vie amoureuse intense, ne s'est jamais marié, a eu beaucoup d'aventures, a été une sorte de célibataire de l'art, comme aurait dit Marcel Proust. Et on s'approche de Marcel Proust, là. Et la petite histoire a retenu cette chose assez étonnante, c'est qu'il a été témoin, il y a eu quelques témoins, mais dont un des témoins, de ce célèbre duel qui a opposé Marcel Proust à Jean Lorrain. Et ce duel a eu lieu dans la forêt de Meudon.
le 6 février 1897. Il y a eu un échange de coups de feu, mais aucun des deux protagonistes n'a été blessé. Et Marcel Proust aura passé sa vie à être très fier de ce duel. Et qu'est-ce qui avait été la cause de cette invitation au duel? C'est que Jean Lorrain, qui était également critique, je vais vous parler un peu de Jean Lorrain après, qui était également critique, avait éreinté le premier livre de Marcel Proust, Les plaisirs et les jours, préfacé par Anatole France. Et Les plaisirs et les jours, il avait publié ça à compte d'auteur, avec une duchesse qui tenait un salon, le nom m'échappe ici. J'ai pas cru bon, en fait, de retenir son nom. Et je vais vous montrer l'exemplaire des plaisirs et les jours. Le livre est la reliure, pour rester dans le domaine de la reliure, c'est évidemment pas, vous pouvez le constater, ce n'est pas une reliure d'origine. Elle a été faite, d'après moi, autour de 1940. Évidemment, elle n'est pas signée, on ne signe pas ce genre de reliure-là. Et alors oui, les illustrations, c'est de Madeleine Lemaire, la préface est d'Anatole France, et c'est 4 pièces pour piano de Reynaldo Hahn. Alors je vous le montre, c'est paru, non, ce n'est pas à compte d'auteur, mais peut-être l'ont-ils financé en sous-main. Pratique répandue à l'époque, et pratique, c'est le grand tabou de l'édition québécoise en tout cas, qui est encore pratique, qui est encore courante. Alors c'est paru chez Calman Lévy en 1896, cette année. Alors donc, c'est le premier livre de Marcel Proust, ce que je tiens entre les mains. C'est donc l'édition originale qui, tout de suite, j'entends quelques-uns d'entre vous s'exclamer que ça doit valoir une fortune. Eh bien non, dans la bibliophilie proustienne, et d'autant que le livre lui-même n'est pas relié selon les canons esthétiques, ça fait de telle sorte que cet ouvrage, oui, ça a une valeur, mais pas une grande valeur. Mais c'est le premier livre qu'il a fait. C'est quand même plaisant d'avoir ça. Jean Lorrain, maintenant, est-ce que je passe à l'art du duel? Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Tenez, je vais revenir après sur Jean Lorrain, sur ce personnage de Jean Lorrain. Oui, parce que l'art du duel était un art extrêmement codé. Codifié, en fait, par un ensemble de règles extrêmement strictes. On ne convoquait pas quelqu'un en duel, d'abord sans avoir de très motifs sérieux, et tout était l'heure, l'emplacement, le choix des témoins, qu'est-ce qui faisait aussi qu'on pouvait provoquer quelqu'un en duel, la liste des outrages, et je vous montre le célèbre classique de Croix-Bron, me semble avoir consacré une vidéo sur ce sujet. La science du point d'honneur. Alors, ça c'est assez impressionnant. Alors, je vous lis, ça a été publié à Paris, à la librairie Ancienne Maison Quentin, librairie imprimerie réunie, en 1894. Alors, la science du point d'honneur sur l'offense, le duel, ses usages et sa législation en Europe, la responsabilité civile, pénale, religieuse, des adversaires et des témoins, avec pièces justificatives.
Alors, et ça a l'air de rien. C'est un fort volume avec 600, près de 600 pages. C'est pas anecdotique, hein? C'est une affaire très sérieuse avec un appendice nous relatant les duels les plus célèbres avec leurs conséquences. Je vais vous montrer. Attendez. Oui, l'affaire. Est-ce que. Ouais, j'ai pas eu la présence d'esprit de voir. Non, ça ne pouvait pas y être, étant donné que le duel en question aura lieu 3 ans plus tard. Alors, c'est sûr que le duel Jean Lorrain-Marcel Proust n'y est pas. Alors, je vais vous lire quelques exemples. Conditions spéciales au duel au pistolet. Le choix du duel, le choix des distances, la détermination du délai pour tirer, coup raté, coup tiré en l'air, nombre de balles à échanger, choix des pistolets, conditions mises à l'acceptation des pistolets, opération déloyale dont les armes peuvent être l'objet, manière d'atténuer le danger de la rencontre, chargement, toilette, visite, toilette, tenez. Les adversaires peuvent garder les vêtements, incapables d'arrêter la balle. Ils doivent se dépouiller de tout ce qui peut l'arrêter. Conseil aux adversaires sur la tenue la plus capable d'atténuer le danger de leur situation. Choix du terrain, tirage au sort des places. Le choix doit être opéré avant la rencontre. Il doit porter sur un terrain découvert, en rase campagne, et non sur une allée étroite, plantée d'arbres. Pourquoi? Je suis convaincu que vous vous posez la question. Les désavantages provenant de l'état de l'atmosphère doivent être partagés. Le tirage au sort ne comporte pas, pour celui qui en est favorisé, le droit de choisir sa place. Pourquoi? Bon, là, vous avez toutes les conditions. Vous avez vu, c'est quand même, c'est codifié. Mais, ce qui est très intéressant, c'est les offenses. Alors, c'est quoi les offenses? Alors, il faut des témoins, la qualité d'un bon témoin, les personnes qui ne sont pas admissibles au duel, mais les raisons. Responsabilité des parents, protecteur de la femme, évidemment, si vous insultez la femme de quelqu'un, c'est bien suffisant pour que le tout se règle par un duel. Les privilèges de l'offensé. L'offensé du premier degré choisit son arme, qui devient celle de l'agresseur. L'offensé avec injure grave choisit son arme et son duel. L'offensé avec coup ou blessure choisit ses armes, son duel et ses distances. Alors quels sont-ils des atteintes à l'amour-propre et à la dignité? Ici, c'est le cas de Proust. Des atteintes à la politesse et au savoir-vivre. Des atteintes à la délicatesse. Les considérations politiques sont les atteintes à la considération. Alors, il y a toute une longue série de tout ce qui peut provoquer quelqu'un à entamer, à rétablir son honneur. Et ça s'appelle la science du point d'honneur. Tenez, je vous montre, vous voyez le dos. Alors voilà, c'est assez incroyable. Et tout ça était légal aussi, je veux dire en passant. Et je pense que c'est pas tellement... Il aurait fallu faire des petites recherches, mais bon, je me suis pas donné la peine. Mon sujet n'est pas le duel, mais il fallait quand même que on ne pouvait pas laisser passer l'occasion de montrer un livre rare, en fait, parce que c'est un livre rare, et presque inimaginable au fond. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens s'insultent à qui le mieux. Il y a un climat d'agressivité assez inimaginable.
Et ça demeure pour moi une source d'étonnement. Toute cette violence derrière les écrans, si je peux dire. Alors, Jean Lorrain maintenant. Jean Lorrain, il est né en 1855. Il est mort en 1906. Moi, j'ai lu un livre de Jean Lorrain. C'était Monsieur de Phocas. Et ça m'avait beaucoup plu. Et Monsieur de Phocas, c'est dans la droite lignée. D'ailleurs, il appartenait, Jean Lorrain, à ce qu'on a appelé l'école des décadentistes. École, entre autres, où on y retrouvait Huysmans, entre autres, pour nommer le plus célèbre d'entre eux. Et M. de Phocas a été écrit peut-être une dizaine d'années après le célèbre à rebours, avec le Sybarite des Esseintes. Et Huysmans, depuis quelques années, connaît un regain de popularité et la responsabilité en incombe à Michel Houellebecq quand dans les soumissions, il fait de Des Esseintes, il fait de Huysmans en fait, et du personnage de Des Esseintes, un personnage secondaire de son récit, mais le professeur d'université, qui va finir par se convertir à l'islam, était un spécialiste de Huysmans. Alors on comprend, Huysmans s'est passé, et moi j'ai toujours pensé que le portrait de Des Esseintes, au fond, était le portrait en creux de Houellebecq. Et c'est-à-dire un décadentiste, un sybarite, un jouisseur. Et avec le film porno qui va sortir mettant en vedette le nouveau Jeremy Iron de la pornographie. En fait, Houellebecq est en train d'inventer le genre en soi. Ça va aussi en droite ligne avec cette école décadentiste. Et bon, pour moi, ça me fait un peu rire. Puis en fait, c'est pas juste un acte manqué, c'est un acte dévoilé. C'est un aveu en action, autrement dit. Parce que ça fait longtemps que je pense que Houellebecq baise allègrement son lectorat. Et visiblement, il y a beaucoup de gens qui en redemandent. Mais si on poursuit la filiation Huysmans-Houellebecq, eh bien, forcément, il faut faire apparaître le duelliste, c'est ça qu'on dit, oui, duelliste, Jean Lorrain. Jean Lorrain qui était donc drogué, homosexuel, jouisseur, sybarite, il avait toutes les qualités. Et son écriture qui mariait à la fois la préciosité et, on aurait dit en d'autres temps, le glauque, aujourd'hui on dirait le trash. Alors les gemmes, les tissus moirés, la poésie crépusculaire se mêlait à l'opium, à l'éther, aux amours furtives dans des lieux de perdition, dans les bouges, dans les lupanards. Alors un mix d'esthètes et de grossiers personnages, une synthèse de cru et de cuit. Et au Québec, il y a un auteur qui se réclamait ouvertement de Jean Lorrain, c'est l'aphoriste et essayiste Yvon Boucher. Alors, notre homme qui a connu une destinée assez mouvementée a côtoyé aussi d'autres furieux de son espèce, comme Léon Blois ou Barbé d'Aurevilly. Alors on imagine ce bel aéropage de déjanté. J'ai essayé de vous trouver quelques citations sur l'Internet. Et la seule qui a retenu mon attention,
une citation de Jean Lorrain, c'est « Fin de siècle, fin de sexe ». Et ça, j'ai trouvé ça sur Le Figaro. Hein, Le Figaro, quand même. Alors, fin de siècle, fin de sexe, ça a quand même une certaine modernité. J'allais vous parler aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'ai commandé 2 livres récemment, parce que je suis tombé sur YouTube, sur la prestation d'un bibliomane forcené, Julien Bokouslavski. Alors, et lui, il a détourné, travaillé au CHU, je pense qu'à Genève, il a détourné plusieurs millions d'euros pour se constituer une fantastique bibliothèque. Sauf que, voilà, comme dit le marquis de Sade, les véritables criminels, les véritables professionnels ne se font pas prendre. Il s'est fait prendre. Alors, il occupait un poste de direction. Bokouslavski. Et il a raconté, dans un ouvrage qui s'appelle Le Bibliophile, il a raconté sa passion des livres, son histoire et ses mésaventures. Je pense qu'il a fait de la prison, ça je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est sûr qu'il a perdu son emploi. Alors, il a raconté dans un livre qui s'appelle Le Bibliophile, alors que j'ai commandé, donc je vais pouvoir vous en reparler. Et il a également une monographie de ses pièces de collection. J'imagine avant que la justice les saisisse. Alors, toute sa passion, sa folie, sa démesure, c'est achevé dans un beau livre et on ne peut pas s'empêcher de penser au mot de Mallarmé, le monde est fait pour aboutir à un beau livre. J'ai commandé également ce livre-là. J'ai trouvé ça trop extraordinaire comme histoire, détourner des millions d'euros pour assouvir sa passion. Ça, c'est pas le goût du lucre. C'est peut-être cet étonnant personnage a certaines accointances avec Jean Lorrain. Et Bokouslavski, dis-je, a eu ce mot, parce que c'est pour ça que je brode un peu autour de lui, qu'il est passé de collectionneur à décollectionneur. C'est-à-dire, vient un moment où il faut, après s'être adonné frénétiquement à cette passion, il faut élaguer, il faut épurer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si ce n'est que dans son cas, une monographie sur ce qu'a été sa passion, les livres. Alors je vais revenir, je vais vous en reparler de cet étonnant personnage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je pense vous avoir montré ce soir de fort jolies choses, assez affriolantes. La science du point d'honneur, le premier livre de Marcel Proust et un certain nombre d'ouvrages commis par des bibliophiles, des bibliomanes. Peut-être que j'aurais eu envie de vous lire un passage de Paul Lacroix, ou peut-être pas. Non. Non, je vous lirai rien ce soir. Je pense que je vous ai assez montré des choses intéressantes. Mais voilà, c'est tout. Je vous dis à demain.